Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est intitulé « La crise s'exacerbe dans l'est de la RDC ». Pour en parler, il y a avec nous Mokrane Touarabi, responsable de la rubrique politique du quotidien francophone El Watan. Bonjour Mokrane Touarabi. Bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM, merci pour l'invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions Mokrane Touarabi. Alors Mokrane Touarabi, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a continué de se détériorer ces derniers mois, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de populations civiles. La chef de la mission des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, s'est d'ailleurs dite la semaine dernière extrêmement préoccupée par l'expansion rapide du groupe armé Mouvement du 23 mars. On l'appelle également le M23 dans la province du Nord Kivu et ses débordements dans la province du Sud Kivu, malgré les nombreuses opérations menées par les forces armées congolaises, régulièrement appuyées par la MONUSCO, qui est la mission des Nations Unies en RDC. Les forces armées congolaises reçoivent également l'appui de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, CADC. Alors, au cours des 2 dernières semaines, le M23 a capturé plusieurs emplacements stratégiques au Nord Kivu, dont la ville de Kanyabayonga, à cheval sur les territoires du Lubero et du Rutshuru. Lors de la dernière offensive militaire, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des forces armées de la République démocratique du Congo, déclenchant ainsi de nouveaux déplacements de population. Alors, Mokrane Touarabi, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de la crise qui sévit dans l'est de la RDC depuis la fin des années 2000 ? Et est-ce que, par la même occasion, nous dire aussi qui est le M23 ? Pour comprendre justement ce qui se passe dans cette région, il faudrait remonter un peu en arrière dans l'histoire. Vous savez que le Congo a eu son indépendance de la Belgique en 1960. Après 5 années d'incertitude, Joseph Mobutu, qui était à l'époque alors commandant en chef des armées, s'est autoproclamé président et il va rester au pouvoir jusqu'en 1997. C'est important parce que c'est durant la fin de son règne que les problèmes ont commencé. Oui. En 1994, le pays voisin, à savoir le Rwanda, a connu un génocide horrible qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, essentiellement des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, massacrés par les Hutus qui étaient au pouvoir à l'époque, grâce à la résistance, au Front patriotique rwandais. Les Hutus ont été chassés du pouvoir et le gros des milices, des éléments des forces armées rwandaises qui étaient impliqués dans ce massacre ont dû fuir, génocide effectivement, ont dû fuir le Rwanda vers l'est de la RDC où ils se sont installés. Parmi eux, il y a des éléments de phare, donc des forces armées rwandaises, mais aussi des milices connues, c'est Inter-Amwe. C'est des milices qui étaient accusées d'être les principales responsables du génocide, de ce génocide. Oui. À cette époque-là, on parle... là, nous sommes en 1996 à peu près. 94 à 16, oui. C'est Mobutu qui était au pouvoir, et le Congo s'appelait Zaïre. Oui, ça ne s'appelait pas Congo. Et effectivement, quand ils se sont installés à l'est du Congo,
les milices interamouées ont commencé à s'organiser sur place pour et s'attaquer à des populations tutsis congolaises. Donc, sur place, ils ont constitué les FDLR. Avant, ils n'ont pas encore créé le FDLR. Ils le créeront un peu plus tard. Un peu plus tard, si on 2000. Donc à l'époque déjà, il n'y avait pas les FDLR, mais ils se sont organisés en milices sur place. Oui. Ils s'attaquaient à des villages, à des populations. Qui étaient à majorité Tutsi. Tutsi. Voilà. Donc ils se vengent en quelque sorte du fait qu'ils soient chassés du pouvoir au Rwanda en s'attaquant à des éléments de la même ethnie, mais qui sont congolais et qui sont au Congo, donc à l'époque c'est Zaïre. Ouais. Et à partir de là, Paul Kagame, qui n'était pas encore président à l'époque, mais qui était ministre de la Défense, donc le Rwanda, ont commencé à recevoir des réfugiés tutsis congolais sur leur territoire. C'est ça. Et à partir de là, ils ont décidé d'aider les Tutsis sur place à créer des groupes d'autodéfense pour contrer ces milices qui étaient sur place, des ex-génocidaires du Rwanda qui ont fui. Et Mobutu, en apprenant ça, il a vu d'un mauvais œil les agissements du Rwanda sur son propre territoire. Donc il a décidé de chasser les Tutsis qui étaient sur place, de les chasser vers le Rwanda. Oui. Et, les Tutsis qui sont congolais. Qui sont congolais, mais malheureusement, encore une fois, c'est ça. Et ils n'avaient pas la nationalité congolaise, parce que en réalité, ce territoire n'a pas été échappé au contrôle du pouvoir central depuis toujours. Il y avait beaucoup d'informels, on aura l'occasion de revenir sur ça. Donc c'est à partir de là que les tensions entre le Rwanda et le Congo ont commencé. Et le Mobutu était confronté déjà à une dissidence interne. Oui. Donc c'est Kabila. Laurent Kabila. Les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'aide des Ougandais qui étaient aussi impliqués dans cette affaire. Ils ont aidé Laurent Kabila à former une alliance pour combattre le pouvoir central détenu, pour destituer Mobutu. Pour renverser c'est ce qu'ils ont fait rapidement, grâce à l'aide des armées des deux pays, l'Ouganda et le Rwanda. En 1997, donc, Kabila a pris le pouvoir en faisant tomber Mobutu. Et Kabila, une fois au pouvoir, il s'est retourné contre ses anciens alliés, le Rwanda et l'Ouganda, et il leur a demandé de se retirer du territoire congolais. Donc, à partir de là, il a décidé de changer de nom, donc de passer de Zaïre à Congo, donc à la RDC. C'est là où il a créé la RDC. Il a demandé aux armées rwandaises et ougandaises de quitter le territoire. Il a fait encore mieux. Il a chassé de son gouvernement tous les Tutsis et il a donné en quelque sorte un signal aux autres ethnies pour prendre à partie tous les Tutsis de Kinshasa et d'ailleurs. Et donc c'est à partir de là que la tension entre... Là, c'est la phase, le début de la deuxième guerre du Congo, parce que la première c'était de 96-97, c'était sous Mobutu. Et à partir de 98, sous Kabila, Laurent Kabila, c'est là les prémices de la deuxième guerre du Congo. Donc il y a eu des tensions. À partir de là, l'Ouganda a créé le MLC, le Mouvement de libération du Congo, sur le territoire congolais, en le finançant. De l'autre côté, le Rwanda a encouragé la création du M23. Le M23 viendra après. Le Rwanda a encouragé la création du RDC, dans le Rassemblement congolais démocratique du Congo. Mais c'était sous Joseph Kabila, le fils. Avant, donc, il y a eu le FDLR. Le Congo de Kabila a décidé, comme il a été soutenu, connaît la réalité du terrain, a décidé de créer les FDLR en 2000. Les FDLR qui aidaient l'armée congolaise à combattre
toutes les milices qui étaient sur place et qui n'étaient pas acquises au pouvoir de Kinshasa. Par la suite, il y a eu le RDC, le Rassemblement congolais démocratique du Congo, qui a été créé et aidé par le Rwanda. Il y a eu toute une série d'affrontements entre l'armée congolaise et ces milices. Notamment le CNDP. Le CNDP, il a été créé plus tard. Oui. Le CNDP, le CNDP, il a été créé plus tard. En fait, par la suite, le Rassemblement démocratique du Congo, vous savez qu'en 2003, ils ont fini par, le Rwanda, grâce à l'aide des forces de l'ONU notamment, et des alliés du Congo. Il y a eu l'intervention de la Namibie, l'aide apportée au Congo de la Namibie, il y a eu du Soudan à l'époque, il y a eu d'autres pays, l'Angola, qui ont prêté main forte à l'armée congolaise pour repousser les rebelles qui étaient près de Kinshasa. Ça a amené le Rwanda donc, à se retirer et les groupes rebelles qui lui était acquise à signer un accord. En fait, c'est le Rwanda qui a signé avec la RDC un accord de cessez-le-feu et un accord de paix en 2003. Cet accord n'a pas été respecté et les hostilités entre les groupes rebelles et l'armée congolaise ont repris quelques années plus tard, en 2006. Et c'est à partir de là que le Congrès national pour la défense du peuple. Le CNDP a vu le jour. Le CNDP l'a continué jusqu'à 2009. Il a été contraint aussi à signer un accord le 23 mars 2009. Voilà. Cette date est importante parce que on va faire référence quelques années plus tard à la naissance du fameux M23. Voilà. Donc l'origine du M23, c'est les groupes d'autodéfense Tutsi créés dans les années 90 qui étaient intimement liés au génocide du Rwanda. Exactement. Donc il y a eu cet accord qui a été signé. Le CNDP a exigé 3 ministres au sein du gouvernement en attendant les élections présidentielles qui se sont déroulées 2 années plus tard en 2011. En 2011, quand ils ont vu que Kabila a été réélu, une partie du CNDP s'est mutiné, notamment des éléments qui étaient au sein de l'armée, parce qu'il y a eu une partie qui a été absorbée par l'armée congolaise. Ils ont décidé donc de créer le M23. Voilà. En 2013, battu grâce à l'aide de l'ONU, il a accepté de signer un accord de cessez-le-feu. Le M23 avait pratiquement disparu de la circulation depuis 2013 jusqu'à fin 2021. Exactement. Mais pendant cette période, d'autres groupes rebelles, on aura l'occasion d'en parler, sévissaient dans la région de l'Est du Congo. En réalité, même la disparition du M23, son désarmement en 2013, n'a pas mis fin aux tensions, aux tueries, aux massacres dans cette région qui est composée de 3 principales provinces, à savoir Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri, qui sont frontalières. Cette zone est frontalière avec 3 pays. Donc vous avez le Burundi, vous avez au milieu le Rwanda, et au nord l'Ouganda. Alors l'Ituri a une longue frontière avec l'Ouganda. Par contre, le Nord Kivu partage une frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, et le Sud Kivu, Rwanda et Burundi. Voilà, c'est absolument ça. Donc maintenant, on sait pourquoi la crise est née, on sait qui est le M23. Alors, de 2013 pratiquement à 2020-2021, le M23 avait disparu de la circulation, était supplanté par d'autres groupes rebelles. On parlera de l'ADF par la suite. L'ADF qui est, au fait, à l'origine un groupe rebelle ougandais. L'ADF qui est allié à l'État islamique. À l'origine, donc c'est un groupe rebelle
qui a fini par s'allier à l'État islamique. Oui, oui. Et qui a même fait une alliance avec les FDLR. Oui. Les FDLR qui ont été encouragés, qui combattent à côté de l'armée congolaise. Oui, c'est un groupe qui est d'origine ougandaise. Voilà. Donc les FDLR qui ont été créés, encouragés par le gouvernement de Kinshasa. Oui. Ils sont composés de Hutus, donc de l'ethnie Hutu, qui étaient des anciens génocidaires impliqués dans le génocide du Rwanda. Oui. Combattent, l'armée congolaise les a utilisés pour justement les aider à déloger le M23. Et il y a les ADF aussi qui sévissent à la fois en Ituri, mais aussi au Nord Kivu. Exactement. Et vous avez de l'autre côté les raids Tabara. Oui. Les raids Tabara, c'est un groupe rebelle Burundi. Voilà. Qui sévit au sud Kivu. C'est ça. Et d'ailleurs, le Burundi qui a fermé ses frontières récemment avec le Rwanda accuse le Rwanda de soutenir ce groupe rebelle. Oui. Qui vise justement à renverser le gouvernement burundais. Donc il y a des dizaines, il y a les Wazalendo qui sont ni Hutu ni Tutsi, qui agissent à la fois au Nord Kivu mais aussi en Ituri. En fait, c'est des milices tout simplement. C'est des bandits, des trafiquants qui s'organisent en milices pour pouvoir profiter des richesses de la région. Mais aujourd'hui, Mokhlan Touarabi, la situation est telle que elle commence à alerter la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU et l'envoyé spécial, la chef de la mission des Nations Unies en RDC. Donc aujourd'hui, la situation semble s'être très dégradée. Très dégradée. Vous savez, depuis le début du conflit, on a eu quand même des estimations entre 4 à 6 millions de personnes tuées dans ce conflit. Oui. Depuis le début, donc on peut dire depuis 1994. Oui. Ça fait 30 ans. C'est énorme. Il y a eu des accalmés, il y a eu des accords qui ont été signés mais qui n'ont pas été respectés. On a cité certains. Il y a eu aussi des processus qui ont été lancés, des efforts. Vous savez, depuis 1999, il y a eu la MINUSCO, donc la mission de l'Organisation des Nations Unies pour le Congo, la RDC, et par la suite, depuis 2010, elle est devenue de stabilisation, donc avec une force offensive sur place, tous avec l'aide aussi des forces données par la SADC, donc la SADC de l'Afrique. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu beaucoup d'efforts pour justement stabiliser cette région, mais qui n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Le processus de Nairobi ainsi que celui de l'Ouganda, donc en Angola, et Nairobi au Kenya aussi, c'est des processus de paix. Il était axé sur le désarmement donc des groupes rebelles, le retrait des forces des armées voisines, donc des territoires de l'est du Congo. Le deuxième, c'est le processus de Luanda qui était beaucoup plus politique, qui visait à rétablir un peu de bonnes relations à calmer les tensions, à essayer de réconcilier le Rwanda avec la RDC. Ça n'a pas abouti. Même si les deux parties se rejettent la balle aujourd'hui. Il y a un échec de ces processus de paix. Voilà, il y a un échec. Les rapports de l'ONU, le dernier rapport dont vous parlez n'est pas le premier. Chaque 6 mois, il y a un rapport sur l'est de la RDC. Le dernier rapport, Mokhlan Touarabi, est extrêmement alarmant. On parle d'une offensive du M23 qui gagne, enregistre un gain de territoire extrêmement important. Voilà, on est en train de revivre à peu près une séquence déjà vue en 2013 quand le M23 était aux portes de Goma. Donc, vous savez c'est après l'accord que et sous la pression donc des forces onusiennes et de certains capitales, notamment les États-Unis, on a oublié de souligner que
la RDC pendant de longues années était sous l'influence américaine. D'ailleurs, durant la guerre froide, la RDC elle était complètement alignée sur les positions américaines, surtout sous Mobutu. Et les Américains, c'est vrai qu'il y a un désengagement depuis la fin de la guerre froide, mais il y a un désintéressement de l'Afrique. Oui, un désintéressement par rapport à la RDC. Ils soutiennent moins les gouvernements post-Mobutu. Mais ils restent quand même influents dans la région d'une manière générale. L'événement du Sahel. Bon, mais Mourana Touarabi, justement. Alors, on va essayer d'aller dans les détails. Nous avons parlé de la raison de la crise dans les Grands Lacs. La région s'appelle aussi comme ça. Alors, je rappelle aux auditrices et aux auditeurs d'Ifriqiya FM que c'est la deuxième émission que l'on consacre à la crise dans l'est de la RDC en 15 jours. Bon, c'est pour vous dire que le problème est grave. Grave, oui. Et il s'aggrave pratiquement de semaine en semaine. Nous avons parlé du M23, nous avons parlé des origines de la crise, mais nous n'avons pas suffisamment parlé de l'Ouganda. Pourquoi l'Ouganda est régulièrement citée dans la crise de l'Est de la RDC? Quel est son intérêt? Pourquoi son implication dans la crise? Alors, on a parlé des ADF, qui est un groupe rebelle, dont l'objectif est de renverser le président ougandais, Museveni. Alors. Voilà, donc à la fois, il y a les mêmes motivations. En fait, il y a une forme de... C'est vrai qu'on voit sur le même terrain et pour des mêmes objectifs des alliances conjoncturelles entre le Rwanda et l'Ouganda. Ils ont aidé Laurent Kabila à prendre le pouvoir dans les années 90. Mais les deux, même si officiellement, ils se sont retirés du territoire, mais ils ont des objectifs. L'Ouganda, il a un groupe rebelle à combattre sur place. C'est l'une des raisons qu'ils avancent. Alors, les derniers, juste un élément que je verse dans le débat. Alors, les ADF, ce sont les Forces démocratiques et alliées, dit ADF. C'est une coalition de groupes rebelles. Alors, dernièrement, le dernier rapport de l'ONU évoque un soutien de l'Ouganda au M23, qui est traditionnellement appuyé par le Rwanda. Pourquoi l'Ouganda soutient les ADF? Vous savez, là, on va vers le. C'est un facteur d'aggravation de la crise. Oui. Pourquoi l'Ouganda soutiendrait le M23? C'est une bonne question. Tout simplement parce que entre l'Ouganda et le Rwanda, il y a une concurrence une compétition sur place. Pourquoi cette compétition? Parce que l'Est, toute cette région où il s'est écumé par les groupes rebelles, c'est une région extrêmement riche en minerais. On pourra en parler par la suite. Et l'Ouganda, comme le Rwanda, profite de cette situation de chaos pour justement essayer de tirer profit de ces richesses à travers notamment les réseaux de trafic qui traversent le marché informel qui finit toujours sur les territoires ougandais ou rwandais pour qu'ils trouvent preneur au niveau international. L'or de la RDC par exemple est écoulé illégalement sur les marchés du Kenya. Si on prend juste l'exemple de l'or que vous venez de citer, l'Ouganda exporté l'année dernière, en 2023, 2,3 milliards de dollars d'or. Et dont une grande partie, on ne peut pas le quantifier exactement, mais selon les experts, une grande partie proviendrait des mines illégales dont on exploite des enfants qui sont contrôlés par des rebelles de l'Est de la RDC. Mais est-ce que vous ne trouvez pas assez bizarre, disons les choses trivialement, que l'Ouganda et le Rwanda soutiennent le même groupe qui est le M23? Est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que l'Ouganda ne compte pas aussi sur le M23 pour combattre les ADF qui veulent la tête du président ougandais? Mais tout à fait. En fait, le M23, c'est l'armée de ces deux pays, du Rwanda et de l'Ouganda, qui étaient alliés pendant de longues années ensemble, qui ont envoyé des troupes sur place et qui ont aidé un président congolais à prendre le pouvoir à Kabila, à savoir Kabila, parce qu'il ne faut pas perdre de vue la place de Mobutu. Si la
gagné, c'est grâce aux armées ougandaises et rwandaises. Oui, oui. C'est-à-dire, les gens, peut-être, c'est tellement loin, on l'oublie, mais la réalité, elle est là. Oui. Laurent Kabila et son fils, en réalité, sont montés au pouvoir grâce à l'aide du Rwanda et de l'Ouganda. Ouais. Et Ouganda, effectivement, parce que le M23, c'est un groupe, c'est le groupe le plus sophistiqué, le plus puissant, le plus armé de tous les groupes qui sont sur place. La preuve est là, ils ont des armes, des obus qu'on peut guider à distance. Il y a de l'artillerie. Ils ont de l'artillerie, de l'arme en lot, Ouais. qui leur permet aujourd'hui d'avoir des gains territoriaux assez importants. Ouais. Et l'Ouganda compte effectivement aussi sur le M23 pour combattre les ADF, Ouais. comme le Rwanda compte sur le M23 pour combattre les FDLR. Ouais. Parce que le Ouais. Rwanda, à chaque fois que Ouais. Paul Kagame est interrogé sur il sur le justifie, 1 et tout, oui. il insinue, il dit que voilà, vous omissez qu'il y a une réalité qui n'est pas celle qu'on entend aujourd'hui. Le M23, il est là, mais pourquoi il est là? C'est pas le Il accuse Rwanda. Kinshasa de soutenir des génocidaires. Pourquoi? Parce que si on revient à l'accord qui a été signé, qui a été signé en 2003 Oui. entre les deux gouvernements. Il y a 11 ans. Il y a eu, il prévoyait le retrait de l'armée rwandaise, Oui. de l'armée ougandaise, Oui. mais aussi le désarmement de tous les groupes qui sont sur place, Y compris le FDLR. y compris le FDLR. Oui. Ça n'a pas été fait. Au contraire, le Kinshasa a jugé utile de garder ce groupe et de l'utiliser pour Ouais, combattre les autres groupes rebelles, dont le M23. Alors, Moukhané Touarabi, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Encore deux questions auxquelles il va falloir trouver quelques réponses. Oui. Alors, première, l'ONU, bien sûr, s'inquiète de la dégradation de la situation et elle redoute que ce conflit devienne ou ouvre la porte à un conflit régional. Est-ce que c'est possible? Là, on vient de parler de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda, on a un tout petit peu évoqué le Burundi. Est-ce que l'hypothèse d'un conflit régional est encore possible? Est-ce qu'on peut aller vers une déflagration régionale? À mon avis, à mon humble avis, je ne pense pas que les États de la région vont aller vers une guerre directe ouverte. Ouais. On assiste à une guerre par milices interposées en réalité. C'est une guerre qui date de plusieurs années, depuis plusieurs décennies, mais elle est limitée à l'usage, Ouais. au soutien aux groupes rebelles, Ouais. les uns contre les autres. Ouais. Effectivement, il y a des tensions, entre plusieurs pays de la région, entre la RDC et l'Ouganda, entre la RDC et le Rwanda, mais aussi le Burundi, qui est un allié de la RDC, qui est en crise depuis 2015 avec le Rwanda. Ouais. Mais aller au-delà, au fait, pour la RDC, dont l'armée elle est en reconstruction, Ouais. ce n'est pas évident d'engager un front Qui risque d'être perdu d'avance. qui risque d'être perdu d'avance, justement. Donc je pense, malheureusement, en quelque sorte, la RDC, son objectif, c'est d'obtenir le désarmement du M23 Ouais. avec l'aide internationale. Vous voulez dire le Rwanda? Non, La RDC, la oui. RDC, Oui, oui. le M23. Oui, bien Pourquoi? sûr, Parce bien que sûr. le M23 constitue une force qui menace le pouvoir central, Exactement. contrairement aux autres groupes rebelles. Oui. Et le Rwanda ne va pas cesser de Tant se que les tenir FDLR ne sont pas tant que les désarmés. FDLR ne sont pas désarmés. L'Ouganda continuera aussi à soutenir le M23 tant que les ADF n'ont pas été désarmés Oui. et éliminés. Oui. Le Burundi va rester sur le sol congolais. Bien sûr, si le seul. On n'en parle pas beaucoup du Burundi. Hein. Le Burundi est le seul qui a des soldats sur le sol congolais avec l'autorisation de Kinshasa. Oui, Ça, oui. le motif principal, c'est de lutter contre les Ratabara. Moukhané Touarabi, alors très bien. Maintenant, il nous reste encore il nous reste 1 ou 2 minutes. Nous n'avons pas parlé de la crise humanitaire qui est extrêmement grave. Oui, il y a 7 millions de déplacés, c'est énorme, sans compter les blessés. Il y a beaucoup le risque de pandémie, de On maladie parle de crimes aussi. de guerre.
Ah oui, crime de guerre, viol, c'est ce qui se passe là-bas, c'est affreux. L'exploitation des enfants, le viol des femmes et des fillettes carrément de très bas âge, l'exploitation aussi des enfants à la fois comme soldats, comme chair à canon, mais aussi dans les mines, dans l'extraction des minerais au risque de leur vie dans des conditions catastrophiques. Mais la chef de la MINUSCO a rappelé lors de la présentation de son dernier rapport sur la RDC que la région, que l'Est du Congo connaît l'une des crises humanitaires les plus graves, les plus complexes et les plus négligées de notre époque. Oui, tout à fait. Et ça doit interpeller la communauté internationale pour mettre plus de pression sur les différents acteurs régionaux afin qu'ils puissent justement trouver une solution à cette crise. Et cette crise, ce qu'il la maintient aussi, on n'en parle pas, beaucoup peut-être, c'est les richesses qui sont exploitées d'une manière illégale dans la région. Vous avez parlé de l'or, il y a le coltan, il y a l'éthène, il y a le tungstène. C'est tous les métaux critiques. Le coltan, c'est 80% des réserves reconnues mondialement. Vous savez que le coltan est utilisé dans les téléphones portables, dans les ordinateurs, dans beaucoup de produits qu'on utilise quotidiennement, sans compter donc l'or dont regorge l'Est du Congo. Voilà, très bien, Mourad. Merci. Je pense que nous avons un petit peu fait le tour de cette crise qui préoccupe à la fois les Africains et la communauté internationale, mais une crise qui visiblement n'a pas encore tout l'intérêt qui doit être requis pour son règlement. Tout à fait. Alors, merci Moukrana Touarabi, merci d'avoir eu la gentillesse d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'était donc le mot de la fin, chers amis auditeurs et auditrices. Alors, l'émission a été préparée et présentée par Zine Chafaoui, réalisée par Hassiba. À la part technique, il y avait Adel et Lila. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Merci de nous avoir suivis. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.